Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel essai. Les plus observateurs auront remarqué dans la précédente vidéo sur le nettoyage de l'AK le modèle dont nous parlerions ici. L'indice était à la fin de la vidéo lors du nettoyage du chargeur. Les rayons de courbure des chargeurs d'AK sont différents d'un calibre à l'autre et les chargeurs d'AK en 223 ont la courbure la moins prononcée. Bravo à ceux qui avaient trouvé. Nous avons donc une Saiga MKK 102. La nomenclature chez Izmash peut paraître assez barbare, en réalité elle est très simple. MK désigne une longueur de carabine standard, longue, MKK la variante courte. Puis, le chiffre désigne le calibre. Une seule exception, elle concerne la Saiga MK104 qui désigne la version courte de la Saiga MK103. Ceci afin d'éviter la confusion sur le modèle le plus vendu, un petit cas pouvant parfois passer à la trappe sur un site web ou une brochure. Ainsi, nous avons ici la version courte de la MK102, chambrée pour le VIL 223 ou 5,56 par 45, on va considérer que c'est la même chose. Non d'une vodka sans alcool ou d'un caviar aux œufs de truite. Une AK chambrant le calibre de l'éternel rival? Pas de panique. Remontons quelques années en arrière. Comme vu dans la vidéo de la Saiga MK103, cette génération d'AK, la série 100, fait suite à la série des 74 et démarre sa carrière vers 1994, soit peu de temps après la chute de l'Union soviétique. Izmash, comme tout fabricant d'armes, fait évoluer sa gamme et voit pour l'occasion la possibilité de répondre aux nouveaux marchés émergents. L'OTAN ayant d'une certaine manière, par la chute du bloc soviétique, imposé son modèle, impose d'une certaine manière de nouveaux standards de calibre. Izmash va donc proposer une nouvelle plateforme, la série 100, permettant de proposer plusieurs calibres avec des modifications mineures. Pour faire simple, dans la plupart des cas, un simple changement de canon et de culasse permet de tirer plusieurs calibres différents. On voit donc arriver le 223, le 308, le 12 et le 9 mm, en plus des existants 5,45 par 39 et 7,62 par 39. Le fabricant est alors capable de répondre aux nombreux appels d'offres, militaires ou civils, des États ou grossistes, désireux de ne plus mettre tous leurs œufs dans le même panier. Dans les faits, on peut considérer que le pari est réussi car effectivement ces modèles se sont bien vendus. Mais, concernant le 223, on peut considérer que l'AR-15 conserve largement l'hégémonie de la carabine chambrant ce calibre. Rien de surprenant, les tireurs associant généralement armes russes ou soviétiques avec leur calibre originel et inversement. Ainsi, aujourd'hui encore, les AK en 223 restent plus rares sur les pas de tir que les AR-15. La raison principale étant aussi que la gamme d'AR-15 est plus large et offre des modèles plus performants que les AK dans le sens plus précis. Et on ne peut être que d'accord avec ça à la vue des organes de visée basiques et n'excédant pas 300 mètres sur ce modèle, ainsi que le canon non lourd, et l'ergonomie aussi basique voire mauvaise des autres Saiga quand elles sont d'origine. Mais, si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, vous connaissez mon appétence pour les petits lance-flammes, donc tout ce que j'ai décrit d'objectif juste avant est vite passé à la trappe quand mon armurier m'a dit qu'il avait rentré cette petite 102. Cette Saiga a été produite avant le rebranding Kalachnikov Concern, donc pas de marquage blanc sur le corps, tout est gravé, c'est plus joli. On retrouve les éternels crosses, poignées et garde-mains robustes à souhait mais peu confortables et ergonomiques, et comme d'habitude, ça sera changé. Le design de référence sur la série 100 reste la Saiga 103, le 223 étant plus petit et amenant moins de contraintes, pas de renfort particulier au niveau de la carcasse à l'inverse de ce que l'on peut avoir sur une Saiga 12 ou une 106. Renforts qui au passage ne sont pas nouveaux car apparus pour la première fois sur la RPK, soumise à de plus fortes contraintes que la 74 dont elle est dérivée par l'utilisation de plus longues rafales. Pour le démontage, on abaisse le sélecteur de tir, on rack, on retire le capot en pressant à l'arrière le guide ressort et tout vient. Comme dit juste avant, le design de référence étant la 103 en 7,62, aller sur le 223 ne nécessite pas d'augmenter les renforts mais plutôt l'inverse, de modifier l'arme pour un calibre plus petit sans changer plus de pièces que nécessaire. Le capot, la carcasse, le guide ressort et son ressort, le bloc détente, le transporteur sont identiques à la 103 mais la tête de culasse est adaptée au 223. Comme le canon. Ainsi, comme on ne change pas les pièces autour de la culasse s'épaissit sensiblement pour rester compatible malgré le calibre plus petit avec l'environnement dans lequel elle évolue. Comparativement à une 103, une 102 a donc une tête de culasse plus costaud et globalement une mécanique plus bulky qu'une 103. Bon point pour la longévité, même si ce n'est évidemment jamais le sujet sur une 103 ou une AK en général. Pour le frein de bouche, on appuie sur la goupille et on dévisse, pas en 24 par 1,5 standard AK.
Commençons avec les choses qui fâchent. Législation française/européenne oblige, l'arme crosse-repliée ferait moins de 60 cm une fois le frein de bouche dévissé. On a donc une crosse bloquée. Ici, c'est une modification visiblement faite en arsenal avec le manchon autour du bouton de déverrouillage. Et c'est plutôt chiant car comme on l'a vu sur la Saiga 9 Zenitco, pour certaines crosses on a besoin quand même d'avoir un bouton de déverrouillage fonctionnel. Donc si vous avez besoin de ce bouton, faudra découper à la Dremel ce manchon, la goupille étant insérée à l'aveugle, et refaire le bridage de crosse en armurerie une fois le changement de crosse fait. Il y a aussi une autre possibilité de bridage selon les marchés. C'est possible, même si plus rare, d'avoir non pas une crosse bloquée, mais un frein de bouche fixe. L'arme faisant alors plus de 60 cm même si on replie la crosse. Pour rappel, sur une AK-74 et au-delà, ce n'est pas le canon qui porte le filet du frein de bouche, mais la pièce portant le guidon et, si version courte, portant également le gaz-bloc. Idem, goupille à l'aveugle et peinture par-dessus. C'est visible si on l'a dans les mains, c'est compliqué à choper en photo. La pièce que je vous montre, c'est une pièce venant de ma Saiga MKK 106. Pour la retirer, j'ai passé un gros tournevis dans le frein de bouche, j'ai mis l'arme par terre et avec mes 80 kg sur l'arme, ça a tourné, chassant la goupille. Si sur une 106 en 308 donc, le canon ne craint pas de dommages avec cette méthode car suffisamment gros et rigide, je vous la déconseille avec une 102 ou 105 en 5,45, le barreau étant plus fin. Donc si vous avez besoin de retirer le frein de bouche, c'est la Dremel pour découper le frein de bouche ou perceuse à colonne pour percer la goupille si vous arrivez à la voir. À choisir, je préfère une crosse bloquée, ça reste moins chiant à défaire en cas de besoin de modification qu'un frein de bouche bloqué. Vous aurez remarqué au passage qu'entre la 102 et la 106, le frein de bouche diffère. C'est normal, sur les Saiga MKK, courtes, on trouve en général un frein de bouche type booster, exception faite de la MKK 106 dont on fera l'essai dans une autre vidéo. Ce booster est apparu en premier sur la KS74U et dont aujourd'hui on est privé d'achat, RIP ma mienne. Quand on raccourcit un canon, on raccourcit la longueur de canon durant laquelle la poudre va propulser l'ogive et cette poudre peut se mettre à brûler à l'extérieur. C'est ce qu'on voit sans booster. Alors c'est rigolo à voir, mais dans les faits pour une utilisation militaire c'est moyen. C'est très flag, ça crée une forte onde de choc, et dans un groupe de combat en combat urbain c'est moyen. Le booster permet précisément de conserver un canon court et de ne pas avoir cette gêne via le volume de décompression qu'il offre. Il permet également de maintenir une pression élevée dans le canon au bénéfice de la fiabilité de l'emprunt des gaz, souvent mis à mal quand les canons sont trop courts par une baisse trop rapide de la pression dans le canon. Ce booster disparaît sur les Saiga version longue, le canon étant assez long pour consumer suffisamment la poudre. Autre défaut des canons courts, l'exploitation correcte des propriétés de la munition. On parle du 223 ici, et avec le 5,45 par 39, ce sont des munitions à haute vitesse initiale qui souffrent de canons trop courts car l'essentiel de leur énergie vient de leur vitesse. Et comme on a dit, en diminuant la longueur du canon, on diminue le temps de propulsion, donc la vitesse. Dans le cadre d'une utilisation civile, ce genre d'AK est donc entièrement dédié au tir récréatif. On n'aura jamais la précision d'une carabine au format plus standard, ni les 10 à 15% d'énergie en plus que la munition aura via un canon de 16 pouces ou 18 pouces pour aller taper des cibles plus lointaines. Dans le cadre d'une utilisation militaire, ces armes sont cantonnées à un but défensif pour des équipages de véhicules par exemple, ou d'utilisation spécialisée si l'unité évolue dans des environnements urbains ou confinés. Venons-en aux munitions. On va considérer que 223 et 5,56 par 45 sont équivalents, l'arme chambrant indifféremment les deux. Contrairement aux AR, les AK chambrent sans problème les munitions à étui acier. Ces munitions aujourd'hui ont quasiment disparu car produites majoritairement en Russie et je ne fais pas de dessin sur les sanctions. Il est, mais alors absolument déconseillé de tirer ces munitions dans les AR-15 tant ils les digèrent mal, résultant souvent en un gonflement de l'étui dans la chambre et l'obligation de bourriner le levier d'armement sur un coin de table pour extraire l'étui, résultant parfois en une case de l'extracteur. Donc quand j'ai commencé le tir, on trouvait ces munitions pour 3 fois rien, genre 10 € les 50, et là vous aviez l'arme à tir récréatif la plus fandard et cheap de la Terre, avec les équivalents en 5,45. En revanche, 702 comme beaucoup d'AK en 223 possède un canon avec un pas de 9 pouces, contrairement aux AR-15 qui, en général, ont un pas de 7 pouces. C'est-à-dire que la rayure fait une rotation complète en 9 pouces contre 7 pouces sur un AR-15. C'est-à-dire que les rayures sont plus serrées en général sur un AR-15, permettant une meilleure stabilisation de munitions à ogive lourde, comme les 77 grains que je montre ici.
Alors, du fait du canon court, on va de toute façon pas chercher à faire du tir de précision, mais il faut le garder à l'esprit si on achète une AK en 223 avec un canon plus long. Bien penser à vérifier le pas. Le très léger bénéfice d'un canon au pas de 9 pouces, c'est une vitesse de sortie d'ogive quelques pouillèmes plus élevée. Pour les chargeurs, ça se complique un peu. Autant l'offre est pléthorique pour les chargeurs en 762 par 39 ou 545 par 39, autant en 223, c'est un peu plus la galère aujourd'hui. Limite, au moment où je fais cette vidéo, je ne suis même pas sûr d'en avoir vu un seul de disponible en neuf sur l'internet français. Pour aujourd'hui, j'ai à vous proposer les chargeurs d'origine, de 10 coups comme ici ou de 30, qualité lambda, ça marche, sans plus, pas d'insert en métal, mais pas forcément nécessaire non plus. Sinon, les Promag, fabrication US, qualité de fabrication correcte, micro surdimensionné à l'insertion, rien à dire, aucun incident de tir. Et enfin, les puffs, fabrication russe, pour moi les meilleurs chargeurs. Aucun jeu, tout en n'ayant aucune difficulté d'insertion. Et c'est parti pour le tir. Alors on va se mettre dans la condition usuelle d'un tireur qui ne recharge pas et prend les munitions que son cher armurier a bien en stock. Et ici ce seront des Cellier Bello 55 grains, tout ce qu'il y a de plus classique. On y va par triplet de cartouches, on commence à 50 mètres car je voulais régler en hauteur mon guidon. J'ai zappé de prendre mon outil de réglage de la dérive, mais on s'en contentera. De toute façon, l'arme sera modifiée avec une optique, donc perso, c'est pas bien grave dans l'immédiat. Le départ, l'ergonomie au tir sont strictement identiques à toutes les Saiga, avec notamment la détente filante. Avec l'habitude, on peut quand même sentir quand ça va décrocher. Pour les grands gabarits, c'est toujours aussi inconfortable une Saiga de base, la poignée est trop petite et trop lisse, comme la crosse. On est en terrain connu ici. L'avantage du 223, c'est que c'est même pas tape-cul. Tout au plus un poil sautillant et encore. Mes groupements sont trop bas. Je vais donc... mince, je sais plus. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre l'outil pour visser. Si comme moi, malgré l'expérience, vous êtes toujours aussi paumé sur ce genre de truc, que ça soit ça ou un point rouge, mon conseil c'est de mettre 3 rotations complètes, retirer 3 coups et en déduire le sens. Là, il n'y avait pas beaucoup à corriger, j'ai mis un petit quart de tour et j'ai directement mis la cible à 100 mètres. Le groupement est bon en hauteur. Je ferai la dérive la prochaine fois que j'oublie pas de prendre mon outil. Mais on peut voir que de 50 mètres à 100 mètres, ça se balade un peu plus vers la droite. On peut néanmoins en déduire un groupement. À 100 mètres, évidemment, pas de surprise, c'est pas incroyable, y a rien à attendre de plus d'organes de visée aussi basiques et d'un canon aussi court.
et sans frein de bouche maintenant. A l'usage, c'est une AK très plaisante à tirer. Peu de recul, très légère, quand on enlève le frein de bouche c'est assez rigolo, enfin sauf pour vos proches voisins de tir, donc à faire avec modération si vous n'êtes pas seul. Quand il est présent, il envoie bien vers l'avant le blast, et pour le tireur, c'est tout confort. Concernant les douilles éjectées à bonne distance, elles sont pour moi rechargeables après un bon recalibrage. Ça fait longtemps que je n'avais pas tiré d'AK en 223. L'idée maintenant c'est de faire un custom. 223 oblige, je partirai bien sur un custom américain, histoire d'être hérétique jusqu'au bout. J'ai pas encore tranché. Je peux partir sur un custom tout métal avec du rail tactique, comme mes AK actuels, ou partir sur un custom plus traditionnel en Magpul. Je vais essayer également de mettre la main sur une AK encore en 223 avec un canon plus long, type MK102 voire SR1, pour juger de ce qu'on peut avoir en précision avec une AK moins taille XS. J'ai réussi à rassembler pas mal d'infos et de propriétaires d'AK de tout calibre et mon gros projet sur les prochains mois serait de réussir à faire un comparatif de précision des AK et réussir à voir objectivement quelle AK en quel calibre serait la plus performante. Si vous êtes dans le Grand Est, que vous voulez participer à ce projet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour compléter mon répertoire. Mais pas de panique, je suis toujours à la bourre de 6 mois, c'est plus pour planifier d'abord. En résumé, pour cette petite MK102, si on met de côté les gadins qu'on va vous jeter pour avoir osé prendre une AK en 223, bah en fait c'est plutôt validé. On n'en reste évidemment pas là, on se reverra dans quelques mois pour la suite du custom, et la validation ou non au stand. A bientôt.